Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et comme tous les jours, je vous retrouve pour parler télétravail et bonnes pratiques du travail à distance. Aujourd'hui, nous allons parler formation continue et knowledge management. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail, le podcast de management, j'accueille Jean-François Faure, fondateur d'aucoffre.com, une plateforme française d'achat et vente d'or et d'argent métal en ligne. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, je ne vous reçois pas pour parler lingot aujourd'hui, mais pour parler du fonctionnement de votre entreprise, donc aucoffre.com, qui a adopté le télétravail tout en réussissant à conserver une grande agilité. Première question, donc tout simplement, comment avez-vous fait concrètement pour conserver l'esprit d'équipe malgré les confinements successifs que nous venons de connaître et de traverser? Nous, de base, on pensait qu'on était câblés pour être opérationnel sur le télétravail de manière immédiate. Moi, à titre personnel, j'en ai fait pendant 8 ans dans une activité antérieure. On a beaucoup de jeunes dans la société, donc on s'imagine qu'ils sont digitaux natifs. Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte que la problématique pouvait être le maintien de la dynamique de la société. Alors pas nécessairement au sens de l'efficacité dans le travail, au contraire, parce qu'on était tellement sollicités que là, tout le monde était complètement le nez dans le guidon et ultra mobilisé. Mais on se retrouvait quelque part à avoir, j'exagère à peine, un peu comme des freelances qui se retrouvaient chez eux et qui bossaient pour une entité qui leur donnait tous les matins, tous les jours, en permanence du travail. Et en fait, ce qui manquait, c'était un petit peu ce lien qu'on a tout simplement habituellement, que ce soit la machine à café, le déjeuner ou des fois l'afterwork, etc. Et puis ces réunions plus ou moins improvisées, que ce soit assis, debout, enfin bon, voilà, des fois tous ces moments qui sont un petit peu informels et qui finalement structurent la vie d'une société. Et là, on en était un petit peu, je voyais qu'il y avait des choses qui dérivaient sur peut-être la qualité des fois de certains savoirs, c'est-à-dire que des choses qui devaient être sues l'étaient un petit peu moins. La transversalité des informations, avant il y a des choses qui passaient sans même nécessairement faire de réunion, et là ça ne passait plus. Et puis tout simplement l'isolement de certaines personnes, et là des fois peut-être plutôt les jeunes, qui finalement, pour moi, avaient peut-être un peu plus de mal à gérer, notamment le premier confinement qui a été très dur. Donc voilà, parti de ce constat, il fallait très vite nous mettre en œuvre pour réussir à franchir ce cap, parce qu'en parallèle, on avait une activité qui était x10. Donc, c'était pas le moment de faiblir, c'était pas le moment qu'il y ait des collègues qui soient en burn-out, des gens qui se posent des questions, ou enfin, voilà, des choses bizarres qui puissent se passer, qui ne seraient peut-être pas passées en d'autres temps. C'est vrai que l'or, valeur refuge, ne connaît pas la crise et n'a pas connu la crise, donc on imagine que votre activité a été soutenue pendant cette période. Vous dites que la transmission du savoir, cette circulation de l'information est essentielle et peut poser problème quand on est tous comme des freelances, vous le disiez chez nous. Et pour favoriser tout cela, vous avez eu recours au knowledge management. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est arrivé et puis surtout ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas le knowledge management? Sur Aucoffre, on a un blog, on a pas mal d'activités liées à du contenu. Et en début d'année, on s'est dit, voilà, il faut que l'on passe à du contenu vidéo, parce que ça nous a permis de transmettre beaucoup plus facilement à nos clients, etc., certaines informations. Mais on s'est rendu compte aussi que c'était très efficace, justement, en période de confinement, pour transmettre de l'information aux collègues. Et en fait, ces vidéos qui étaient à la base plutôt dédiées aux clients, avec quelques ajustements, rajoute un petit peu des informations peut-être un peu plus internes, etc., on arrivait à en faire quelque chose d'assez abouti pour nos propres collègues. Après, ces modules, derrière, il faut qu'il y ait de la pédagogie, enfin, c'est un vrai métier. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on ne tenterait pas d'embaucher quelqu'un qui soit vraiment dédié en interne à aider, à progresser, à suivre des parcours de formation. Ça nécessite en fait un poste dédié, parce que les managers, les responsables, les référents de nos différentes sociétés, en fait, n'ont pas le temps. On a plein d'autres choses à faire, et il est évident que former des collègues déjà en poste ou même des nouveaux, on sait que c'est toujours compliqué. Des fois, suivant les moments, ça peut être vite fait et trop vite fait. Et là, il faut passer du temps, il faut créer du contenu. La pédagogie, c'est un métier, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui s'improvise. On n'est pas tous de bons
pédagogue. De bons profs, oui. On Exactement, l'a vu pendant le premier confinement aussi d'ailleurs, clairement. avec les enfants à la maison. Mais oui, évidemment, on l'a tous vu, on n'est pas tous très patients. Le knowledge management chez nous, en fait, c'est une colonne vertébrale du savoir autour duquel tout va s'agréger, alors que jusqu'alors, eh bien, j'en reviens à mon exemple de tout à l'heure, où quand je parlais de la machine à café, j'ai parlé du collègue qui écoute le collègue qui parle à côté. Ok, il y a de l'info qui passe, mais finalement, comme c'est pas structuré, elle peut passer comme elle peut ne pas passer. Il y a beaucoup de Et il y pertes. a beaucoup de pertes. Et là, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de perte. Ou s'il y a de la perte, eh bien, on la rattrape. Et c'est la deuxième lame, comme sur la lame de rasoir, vous voyez. On le rattrape et il repasse le module, ou on améliore le module parce que peut-être qu'il n'était pas bon, ou peut-être qu'il faut une formation extérieure. Et alors que fait ce coach, virtuel, ce coach numérique au sein de l'entreprise aujourd'hui? Quel est son rôle et qu'est-ce que, par exemple, concrètement, il vous a apporté et appris? C'est vraiment une personne, hein, et c'est Cathy, voilà, qui est une vraie Mmh. digital learning manager, dans le sens où voilà, il y a eu des choses un petit peu agiles très vite faites, des webinaires mis en place, y compris avec des clients. Mmh. On a mis en place des modules pour expliquer le télétravail. Et puis aussi un module un peu orienté justement sur des trombinoscopes, etc., qui nous permettait peut-être de mieux nous connaître entre nous. Et finalement, ce qui est assez drôle, c'est que on était globalement tous en télétravail. Par ce module de connaissance de l'autre, eh ben, on a appris plein de choses sur certains collègues, Mmh. même que l'on pouvait côtoyer depuis plusieurs années, mais qui n'avaient jamais vraiment pensé à dire ou osé dire. C'est ce que vous appelez, votre opération, connaissez-vous les uns les autres, c'est ça? Oui, exactement. Ça me semblait vraiment important de le faire. Déjà, ne serait-ce que pour elle, parce qu'elle, elle a fait ce travail de rencontrer tous les collègues. On est quand même 40, hein. Mmh. Par exemple, du côté de la logistique. Donc, les collègues qui font tout ce qui est packaging, etc. Comment ça se passe, le process, toute notre chaîne de production, notre chaîne d'achat, le marketing. Nous, on voit les jeunes qui rentrent dans la structure, même quand ils sont Master 2, on se rend compte que on va dire 80% de ce qu'ils doivent connaître, c'est nous qui devons leur apprendre. Enfin, c'est-à-dire que ce sont des années de formation derrière, et ça peut pas être que de la formation sur le tas non plus. Donc là, il faut le modéliser. Et pouvoir l'inscrire dans la durée aussi. Et oui, c'est ça, pour l'inscrire dans le durée. Alors parce que il y a ça aussi qui est quand même important, c'est qu'on est une société où nous, on aime bien quand même que les gens restent chez nous, Mmh. quoi, pour des raisons assez basiques de sécurité, parce qu'on considère que si quelqu'un quitte le navire, ben il part avec des informations, un savoir-faire, Mmh. du risque, etc. Or nous, le risque, c'est notre métier. On ne risque pas que des lingots qui disparaissent, ça peut être aussi tout simplement de la donnée informatique, du piratage. Et ça, c'est majeur. Enfin, ceux qui ne le comprennent pas sont, à mon sens, à côté de la plaque. Et d'ailleurs, est-ce que quand on s'appelle, aucoffre.com et que vous évoquez ces questions de sécurité, informatique, est-ce que le télétravail pose et vous a posé des problèmes particuliers? Bah, disons qu'immédiatement, alors bon, nous, VPN, ça c'est quelque chose qui était un élément de base depuis des années et des années, Mmh. parce que du télétravail ponctuel, de toute manière, on en fait, nous, depuis le début. Mmh. Jusque-là, que c'était massif, donc évidemment, en moins de 2 heures, il fallait que tout le monde ait son VPN qui marche, et ceux qui n'avaient pas l'habitude de s'en servir, bon, ça a été un petit peu compliqué les quelques premières heures, mais ça, c'était pas le souci. Après, nous, il y a des vraies problématiques, et là, on est assez lourd sur le sujet d'expliquer que le télétravail, c'est pas du travail à la maison. C'est-à-dire que le conjoint ou la conjointe, ils n'ont pas vocation à passer derrière l'écran, à mettre leur nez dessus ce qui se passe, quoi. Enfin, nous, on a quand même des données clients, des choses un peu sensibles. Mmh. Et vous voyez, nous, en temps normal, par exemple, on a un système où normalement, au bout d'une minute, si l'écran il a été laissé, il se coupe automatiquement. Mais normalement, quelqu'un qui quitte son poste doit appuyer sur une combinaison de touches pour le bloquer. Mmh. Et s'il ne le fait pas, un collègue est autorisé à prendre le contrôle de la machine et à envoyer un email à tout le monde pour dire qu'il doit les chocos à tout le monde le lendemain. Enfin, quand je dis les chocos, c'est dans le chocolat. On est bordelais, nous, donc c'est la chocolatine. Bon, sauf qu'à la maison, c'est pas possible, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas un collègue qui va passer à côté et qui va vous le faire. Et ça veut dire que potentiellement, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous pouvez avoir quelqu'un d'un peu curieux qui peut mettre son nez dans nos affaires. Alors, Ouais. peut-être pas le mari, peut-être pas la conjointe, etc. Mais imaginez, vous êtes en colocation. Vous travaillez dans votre salon parce que vous y êtes à l'aise. Mais vous avez un colocataire qui passe. Mmh. Qui vous dit que votre colocataire, c'est quelqu'un de bienveillant. Il va peut-être récupérer un mot de passe et globalement, il a accès à des choses qui peuvent être graves. Donc voilà, bon, là, je vais pas rentrer dans le détail, mais on a mis en place des choses qui sont des formes de coupe-feu. Alors, un peu contraignantes. Vous savez, c'est un peu comme ces systèmes dans les trains où les gens, s'ils Mmh. ils mettent pas de manière régulière la main sur une manette, on considère que la personne est endormie ou est morte. Et nous, c'est un petit peu ça qu'on est en train de mettre en place pour que on soit un peu plus sécure. Mmh. Et d'ailleurs, moi, je
Je vois nous ce qu'on met en place, mais je suis pas certain que ça soit en place dans beaucoup de banques, beaucoup d'établissements un petit peu sensibles où les gens sont en télétravail. Et je vois comment ils bossent des fois quand ils sont à côté de moi dans le train ou dans l'avion. Je me dis, c'est catastrophique, quoi. Enfin, ça fait flipper. C'est comme si on rentrait avec une valise de lingots à la maison. Mais non, mais c'est ça, exactement. Et qu'on la laissait ouverte. Mais oui, mais c'est tout à fait ça. Vous êtes dans le métro et vous avez votre valise de lingots ouverte, en fait. C'est exactement ça. C'est de ce niveau-là. Mais d'où l'importance de ce genre de formation qu'on met en place sur la sécurité. Parce qu'elle, par contre, une fois qu'elle va être validée, il faut partir du principe que 6 mois après ou 1 an après, on va toutes les invalider pour tout le monde et tout le monde devra la repasser. D'où l'importance effectivement d'avoir une base documentaire de toutes les bonnes pratiques et d'avoir des formations qu'on peut faire et refaire et pas simplement des messages passés comme ça à l'arrivée d'un collaborateur ou à un moment dans une réunion, mais vraiment une base de savoir partagée et pérenne. C'est ça, et enrichie, vivante, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'avoir quelque chose qui est obsolète ou qui ne correspond pas à la virgule près avec la réalité. Et d'où l'importance d'un poste à temps plein là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui va remettre son nez en permanence dans ce support, qui va le faire valider de manière récurrente par les collègues. Nous, on avait tenté au Coffre Academy il y a cela quelques années. Bon là, ouais, mais c'était un pot dans lequel on versait tout, quoi. Mais à un moment donné, le pot en question, si les gens ne vont pas y chercher quelque chose, ou s'ils ne font pas eux-mêmes le travail de remettre à jour, et je comprends les collègues qui n'aient pas envie de le faire, parce qu'ils ont tout simplement leur opérationnel, leur quotidien à assurer, eh ben c'est mort au bout de 6 mois. D'où la nécessité de ce poste, de quelqu'un qui soit là pour documenter, enrichir, faire vivre et faire les piqûres de rappel aux bonnes personnes au bon moment. Exactement. C'est un budget, mais je considère qu'on est extrêmement gagnant parce qu'au final, c'est toute la société qui crante, quoi, qui passe potentiellement le niveau au-dessus. Et puis des collègues qui se sentent à l'aise, parce que mine de rien, quand on est un peu plus sachant, on se sent à l'aise, on se sent épanoui. Et bien des gens qui sont épanouis, c'est des gens qui ont envie de rester, qui ont envie de se donner. Voilà, donc c'est extrêmement positif, quoi. On bâtit du positif. Merci beaucoup Jean-François Faure. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Aucoffre.com, une plateforme française d'achat et vente d'or et d'argent métal en ligne, et que vous nous parliez donc de ce knowledge management et de ce recrutement que vous avez effectué pour avoir au sein de votre équipe quelqu'un qui s'occupe de documenter tout ce savoir, ces connaissances et d'accompagner et de former en continu la quarantaine de collaborateurs qui font aujourd'hui partie de vos équipes. Merci. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas que vous nous retrouvez sur l'ensemble des applications d'écoute de podcast, des applications sur lesquelles vous pouvez vous abonner pour être sûr d'être prévenu de la parution de chaque nouvel épisode et sur lesquelles vous pouvez également nous noter en nous donnant de préférence 5 étoiles et en écrivant, si vous le souhaitez, un commentaire pour inciter d'autres auditeurs à nous découvrir et à nous suivre. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.